Bonjour chers amis, bonjour, je suis très heureuse de retrouver Gilles et Alexandre un an et demi après notre dernière vidéo et Antoine qui s'est joint à nous aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine. Antoine Clairaut, journaliste pour RT en français basé à Moscou qui va partager son expérience avec nous aujourd'hui. Donc Gilles, vous êtes administrateur de société russe, vous êtes au cœur des affaires en Russie depuis quelques dizaines d'années. Vous êtes également membre du bureau du dialogue franco-russe. Alexandre, vous êtes entrepreneur en Russie depuis 2008, d'abord dans le recrutement, et maintenant vous menez le projet qui s'appelle Russe Patriation, qu'on a déjà présenté au dialogue franco-russe. Et ma première question, évidemment, sera d'actualité. Euh, au, au début de la guerre en Ukraine, Bruno Le Maire promettait de mettre l'économie russe à genoux. Vous vous souvenez très bien, la Russie est le pays le plus sanctionné au monde à aujourd'hui. Je cite la dépêche d'hier. Derrière cette résilience apparente, inflation, dépendance militaire et isolement technologique fragilisent durablement le modèle économique du Kremlin. Alors, 3 ans après la guerre, l'économie russe tient-elle le coup? Alexandre, Jules, Antoine. Je commence? Bon. Bon, je crois que la bonne tenue de l'économie russe est un fait acquis, hein, reconnu par le FMI. La Russie va avoir un taux de croissance supérieur à l'Europe, à la zone euro. Je dois dire, même pour ceux qui, comme moi, travaillent, coopèrent sont dans les affaires avec la Russie, c'est quand même une surprise. Il faut le reconnaître. Alors, je ne veux pas dédouaner l'ancien ministre de l'économie qui, lui, a une connaissance assez approximative de la Russie et qui a pu se tromper, lourdement tromper. Mais on ne s'attendait pas tout de même à une telle résilience. Et je pense que nous avons tous, y compris ceux qui sont très impliqués dans la relation économique, on a mésestimé ce qui s'est passé en plus de 20 ans en Russie. Et c'est-à-dire, on a affaire à un pays qui est un pays, une vraie nation industrielle. L'industrie, c'est plus de 25 à peut-être entre 25 et 30% du PIB, contre, rappelons-le, moins de 10% pour la France. Et c'est un pays qui est certainement la grande économie mondiale la plus souveraine. 27 000 sanctions, c'est un record historique dans l'histoire économique, et pourtant, la Russie tourne. Alors, c'est aussi grâce, bien sûr, à l'immensité de son territoire, à ses ressources naturelles, mais c'est aussi dû à effectivement à la fois à une réalité, c'est une grande nation industrielle, et puis je crois que Poutine l'a dit il y a 2, 3 jours, l'opération spéciale, on n'aurait pas pu l'amener politiquement. Il aurait été peut-être plus opportun de le faire au moment du coup d'État de Maïdan, mais la Russie n'était pas prête. Et la Russie s'est préparée aux sanctions après la Crimée. Et donc, on a un résultat qui n'était pas attendu. Et je crois que la grande erreur aujourd'hui, ça serait de persévérer dans l'erreur. Et ce que je crains, c'est qu'un certain nombre de nos dirigeants européens pensent que le temps travaille en notre faveur, au niveau européen. Et je pense que c'est se tromper lourdement. Et si on désigne la Russie comme un adversaire, ben, essayons de connaître quand même, enfin je leur souhaite, je leur demande d'essayer de mieux connaître la réalité et la force de cet adversaire et pas d'être victime de sa propre propagande. Merci Gilles. Alexandre, comment vous sentez la situation économique en Russie? Certes, on parle souvent de Moscou et de grandes villes. Moscou est la vitrine de la Russie, mais vous voyagez également en Russie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Alors déjà, c'est pas 27 000, on a dépassé les 29 000 sanctions, on approche des 30 000, on devrait y être avant l'été. Donc effectivement, non, je suis assez d'accord avec Gilles, les événements de 2022 ont peu impacté l'économie russe, il y a une baisse du PIB de 2%.
Après, il y a eu plus 3,5 et plus 4 l'année dernière. Et cette année, ça devrait un peu se tasser à 2,5%, ce qui est très, très bon. Donc, en gros, l'économie russe a parfaitement absorbé le choc. C'est surprenant, hein. Toute personne s'y attendait à ce point-là. Tout le monde s'est un peu trompé. Et effectivement, je crois que tout le monde a un peu sous-estimé la capacité d'absorption de la Russie, la force et la résilience de l'économie, sa réindustrialisation lourde au bout du monde des 25 ans de Poutine. Mais surtout, il y a une chose, c'est qu'en fait, quand on parle du push des investissements dans le complexe militaire-industriel, dans la défense, plus 6% et demi du PIB, je crois maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que si la France fait la même chose, pour faire plus de tanks, par exemple, plus d'obus, elle est obligée d'acheter l'acier à la Russie. La Russie, c'est pas le cas. Elle fait plus de tanks ou d'obus, mais pour ça, elle fait travailler toute la source de production et de fabrication en amont qui est en Russie. Donc en fait, du moment de lancement au moment de fabrication d'un tank, c'est toute la chaîne complète qui bénéficie de ce push et de cet investissement. Donc en fait, c'est ça qui a stimulé l'économie. Et par conséquent, il y a eu des effets macroéconomiques assez imprévus, les hausses de salaires assez inattendues, la pénurie de personnel qui a fait monter les salaires, qui a permis aux gens de plus dépenser, donc de nourrir l'économie. Donc globalement, la Russie a passé le choc frontal des sanctions, l'hypercute a raté. Après, il y a des moments de surchauffe, pénurie de personnel, les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés et ça pose des problèmes. Mais l'objectif qui était l'objectif de l'hypercute et du chaos, il a échoué complètement. Et puis je pense que tout le monde, enfin en Occident, on a beaucoup sous-estimé le reste du monde en fait, c'est-à-dire le besoin du reste du monde de commercer, de faire des affaires. Et le fait que la Russie soit tellement étendue, des frontières communes avec plein de pays et des grandes frontières extérieures avec l'Asie et l'Eurasie, et que donc, ça, c'est des zones qui sont pas complètement du tout même sous contrôle occidental. Donc le commerce y a continué, les contournements de sanctions se font et continuent, de plus en plus maintenant de façon assez libre. Oui, sur le plan économique, c'est une victoire russe. Antoine, quelle est votre expérience? Vous êtes basé à Moscou en ce moment. Vous travaillez pour RT en français, la chaîne internationale russe qui a été interdite en France depuis, vous me direz exactement, depuis 2 ans maintenant. Euh, Au moment de l'interdiction, bon, la fermeture de RT en Europe, vous vous êtes posé la question, est-ce que peut-être fallait quitter la chaîne ou vous avez compris, voilà, on déménage à Moscou et après je fais mon travail. Et comment d'ailleurs ce qui est intéressant parce que ici, ceux qui vous suivent, à un moment donné, ils vivent dans ce vide, même si on sait qu'on peut regarder RT en France avec VPN et autres moyens. Quelle est votre expérience personnelle, si vous voulez, d'un côté de cette interdiction et de déménagement et de l'autre côté, expérience russe? Ben, en réalité, il y a toujours eu une volonté de la part de RT de continuer à créer du contenu, que ce soit depuis la France ou depuis Moscou. À partir de 2022, il y a eu des tentatives pour conserver l'activité en France. Après plusieurs mois, on a vu que c'était plus possible. Donc, mais du côté à Moscou, la maison mère en fait de RT, il y a toujours eu cette volonté de continuer. Donc, à partir de, va faire maintenant 2 ans que RT en français a redémarré. Donc, RT France n'est plus depuis que la Commission européenne a décidé de couper enfin, couper à la fois les vivres et puis la possibilité d'émettre. Donc, l'activité a repris le 9 mai 2023, ça va faire 2 ans, depuis Moscou, donc avec un nouveau nom, RT en français. Et vu qu'on c'est beaucoup plus difficile de s'adresser comment dire, à la France, aux Français. Donc, c'est RT en français et on s'adresse davantage au monde francophone en général. Donc, la ligne éditoriale a un petit peu été modifiée également. Et comment vous vivez? Vous êtes maintenant français qui vit à Moscou. Ça change de français vivant à Paris, à Bordeaux ou à Lyon. Bien sûr, et j'aimerais juste compléter les propos de mes deux camarades sur la vie quotidienne en Russie ces 2 dernières années, sachant que ces sanctions avaient pour objectif eh bien, de déséquilibrer l'économie pour que ça ait un impact sur la population, pour qu'elle puisse demander des comptes à ses dirigeants et faire modifier la ligne politique et la conduite du conflit. C'était l'objectif, j'imagine, des sanctions à l'origine. Et on a bien vu que ça n'a pas été le cas dans le sens où, un exemple tout bête, mais les gens ont pu continuer à faire leurs courses normalement ces 3 dernières années. Il n'y a pas eu de pénurie, il n'y a pas eu de
de disruption dans les chaînes logistiques. Et ça, quand les gens réalisent que bah, ça a que très peu d'impact sur leur quotidien, eh bien voilà, ça passe plus facilement, apparaît. Et il faut dire qu'il y a quand même eu des domaines d'activité où il y a eu des vrais impacts. Je pense, je prends un exemple, hein, les automobiles, ça a été complètement chamboulé. Il y a tous les constructeurs occidentaux n'ont plus droit de citer, enfin, ont dû quitter le territoire russe. Et donc, il y a eu la nature ayant horreur du vide. Il y a eu beaucoup de Chinois, de constructeurs chinois qui ont pris la place de ces concessionnaires. Et il y a eu, donc, pendant ces 3 années, vous aviez une voiture d'occasion, mais avec l'inflation sur ce secteur d'activité, vous pouviez vendre votre automobile d'occasion euh, au même prix, voire plus cher que le prix que vous l'aviez acheté 2, 3, 4 années plus tôt. Et bien sûr, les véhicules étaient également un peu plus... il y a eu une époque, tout un moment où il y avait plus de demandes que d'offres. Et donc, le prix des véhicules a augmenté. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres sur voilà, l'impact des sanctions au quotidien pour la population, hein, pas que les Français qui vivent en Russie. Oui, sur les sanctions à la vie quotidienne, je voudrais donner pour nos, comment on appelle, visio-spectateurs, deux illustrations, parce que j'ai un ami qui est qui dirige une société russe d'importation de marque occidentale pour les réseaux de grande distribution, restaurants, et qui m'a demandé parfois de le mettre en contact avec des producteurs français. Et par exemple, ce qui l'intéressait, je peux citer les marques d'ailleurs, enfin peut-être que le dialogue pourra en profiter. Il s'agit par exemple d'Evian. Evian ne vend pas en Russie. Ne vend pas en Russie, il passait avant par Pepsi Cola, et Evian n'a pas l'intention pour l'instant, j'espère qu'ils changeront d'avis, de vendre en Russie. Le problème, c'est que les bouteilles d'Evian sont partout. Et que les bouteilles d'Evian, elles passent, je ne sais pas, par les pays baltes, par la Turquie, etc. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est une société familiale française, que je vais citer, qui s'appelle Andros. Bonne maman, les galettes, enfin les biscuits, etc. Ils veulent pas vendre directement à la Russie. Là, peut-être pour des raisons, enfin, je ne m'attendrai pas sur les raisons. Eh bien, là aussi, on découvre que dans les magasins russes, des produits phares, comme les confitures, existent. Ce qui veut dire que là, et là, on est sur des biens qui ne sont pas sanctionnés, hein, qui ne sont pas concernés par les sanctions. Ça veut dire qu'il y a une réactivité du monde économique des entreprises russes étonnante, enfin, qui est une réalité. Moi, je connais quand même depuis quelques décennies, j'ai connu l'Union soviétique, la Russie, le business. On en arrive à une situation complètement paradoxale, c'est que les entreprises russes, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, sont beaucoup plus réactives aux évolutions du marché, aux évolutions des sanctions en l'occurrence, que ne peuvent l'être les boîtes occidentales et notamment les sociétés françaises. C'est une grande découverte aussi de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Ces entreprises françaises ou occidentales qui ont quitté le marché au début de l'opération spéciale, la guerre en Ukraine, est-ce qu'à un moment donné, ils pourront revenir ou c'est déjà limite trop tard? Alors, Ou ils n'ont peut-être plus d'intention de le alors bon, faire? moi, je vais vous donner mon sentiment. Je pense que bon, les sanctions seront levées un jour ou l'autre. Je pense les sanctions européennes bien après les sanctions euh, américaine, mais on ne retrouvera jamais la situation antérieure. C'est-à-dire je ne vois pas comment, à partir du moment au moment où la confiance a disparu hein, des deux côtés, comment les Russes pourraient s'engager dans des coopérations industrielles avec avec des sociétés françaises, comme ça a été le cas dans l'aéronautique, dans le nucléaire ou dans d'autres secteurs. La coopération industrielle, c'est du long terme, ça demande effectivement des relations étroites et la volonté de construire ensemble et donc la confiance. Je pense que les, les, le commerce, enfin, ce qui concerne la France, deviendra un commerce courant avec certainement non plus les grands groupes qui seront en pointe, mais des PME familiales avec un vrai patron, un vrai actionnaire, et qui assumeront le risque et qui considéreront que le marché russe est un marché à la fois stable et puis qui est important pour eux. Donc ça sera très très différent de ce qu'on a pu connaître parce qu'on avait quand même s'agissant de la France particulièrement, on avait quand même une relation économique qui était tirée par les grands groupes. Et ça, on ne le retrouvera pas.
Alexandre, vous qui voyagez un petit peu plus en Russie, à part Moscou et Saint-Pétersbourg, vous avez parlé tout à l'heure de la pénurie de main-d'œuvre. La Russie a besoin de main-d'œuvre. Ces gens-là viennent d'où? La Russie, est-ce qu'elle a besoin des cadres, Alors, il y a, comme c'était dans les années 2000? comme toujours, il y a des grandes contradictions. Ce qu'on a connu dans les années 2000, qui était, on va dire, l'essor du business occidental avec, début des années 2000, une population de cadres russes pas ou peu formés et pas aptes à, on l'a plus. Parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que sur les 25 dernières années, certes, les boîtes européennes sont restées en Russie et ont continué à y arriver, mais leur modèle d'accès au marché russe, il a changé. Moi, j'ai mon cabinet de recrutement, on a accompagné ça à partir de 2012, c'est pas nouveau, c'est la grande russification, c'est-à-dire qu'en fait, les boîtes étrangères, elles ont viré peu à peu leurs étrangers pour russifier les équipes et prendre des Russes qui étaient devenus aussi compétents, mais moins chers. Et donc, peu à peu, le transfert de savoir-faire et transfert de practice, il s'est fait à travers des gens qui sont citoyens russes, en fait. Et donc, aujourd'hui, si on parle de l'après, le retour des boîtes occidentales, eh ben, il va être complexe parce que il y a quand même beaucoup de segments d'activité qui ont été occupés. Je reviens après sur la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de segments d'activité économiques qui ont été tout simplement pris par des Russes ou par des boîtes de pays tiers. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises occidentales qui ont fait l'énorme erreur de céder au management local russe leurs activités, leurs actifs. Et va être compliqué le retour, puisque ça tourne sans eux maintenant, ça tourne sans le siège, quasiment. Donc le nombre de places dispo va être restreint et réduit, et la compétence, elle est passée de l'ouest à l'est, à ici. Donc le retour de façon volumique, comme on l'a connu avant 2008, en 2008, 2010, etc., moi je pense comme Gilles qu'on n'y reviendra pas. Après, pour la main-d'œuvre, ben, de facto, ce que je viens de dire, ça explique tout, c'est que si avant on avait besoin de compétences et de savoir-faire extérieurs, on en a de moins en moins besoin. Ce qui pêche aujourd'hui, c'est le nombre de gens. C'est l'inégalité des répartitions de bassins de population économique. Les gens sont sur Moscou, sont sur Saint-Pét, se concentrent sur le sud, sont sur la partie centrale européenne de la Russie et la frontière sud. Et il y a un tas de zones sinistrées où il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Alors, il y a un énorme besoin de main-d'œuvre récurrent sur tout le territoire, de postes de type travail dans la construction, livreurs, serveurs, vendeurs, les postes d'ouvriers spécialisés, de techniciens, etc. Il y a un problème de fraiseurs, il y a un problème de soudeurs, il y a un problème de médecins, il y a un problème de sage-femme, il y a un problème d'infirmières. Ça, c'est des postes que n'occuperont pas ou peu des Occidentaux. Les gens de pays tiers qui occupent ces postes aujourd'hui, c'est des gens d'Asie du Sud, d'Indonésie, d'Inde, du Vietnam, etc. C'est ça qui est en train d'arriver. C'est pas les Occidentaux. Et pour la dimension des cadres, entre guillemets, c'est très compliqué aujourd'hui pour une entreprise russe, comme a dit Gilles, pour des raisons de confiance notamment, d'embaucher des cadres occidentaux, français, allemands, qui certes ont des compétences, mais ne sont pas russifiés, pas russophones, et restent citoyens de pays non amicaux. Donc il y a une demande réelle, en fait, il y a un besoin, mais ce besoin se heurte un petit peu à une espèce de mismatch entre la culture des entreprises russes, qui est très faible d'embauche d'occidentaux. Elle est faible. Les occidentaux bossaient dans les boîtes occidentales. En Russie, à 98% ou 99%, il y avait très très peu d'occidentaux qui bossaient dans les boîtes russes. Donc aujourd'hui, qu'il y a beaucoup moins de boîtes occidentales et beaucoup plus de boîtes russo-russes, eh ben, c'est diffuser une culture de non-embauche des occidentaux. Donc il y a une contradiction, il y a un besoin, mais il y a pas le contact et il n'y a pas le flux actuellement et la capacité d'embauche d'occidentaux, sauf s'ils sont vraiment très qualifiés russophones, des gens qui bossent dans l'IT, qui vont trouver du boulot. Juste pour compléter ce qui a été dit auparavant sur les grands groupes français qui étaient présents, voire très présents en Russie jusqu'en 2022. Rappelons que la France était le premier employeur étranger en Russie, mais ça s'est pas fait en un jour, hein. Ça s'est fait sur 20, 30, 40 ans, et c'est ce que disait Gilles. C'est une question de confiance, et ça, c'est quelque chose qui véritablement est cassé aujourd'hui et qui se réparera pas tout de suite. Et même s'il y a une volonté, ce qu'on peut être en droit de douter, une volonté de la part de ces groupes français de revenir sur le marché russe, d'une, il y aura un obstacle peut-être politique au début. Ben, voilà, vous nous avez abandonné, vous êtes parti. Pourquoi devrions-nous vous aider à revenir alors que c'est vous qui êtes parti de vous-même? Et dans le même temps, eh bien, même physiquement, ces endroits ont été récupérés, soit par des entreprises d'autres pays, soit donc, comme l'ont dit Alexandre et Gilles, par des entreprises russes. Et donc, c'est physiquement plus compliqué. Pour reprendre l'exemple du secteur automobile, ben voilà, vous avez les concessionnaires à la place de Renault, Peugeot, Toyota, vous avez Exide, Geely, toutes ces marques chinoises qui sont venues remplacer ces marques occidentales sur le marché russe.
Exact. Euh, Merci. Nous sommes le 6 mai. La vidéo va sortir demain, quelques jours avant la grande journée, je dirais pas festive, plutôt commémorative, du 9 mai, donc à Moscou. Euh, Récemment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit qu'il ne pouvait pas promettre la sécurité de toutes les personnes étrangères et pas que, présentes ce jour-là à côté du président russe sur la place rouge. Est-ce que ces provocations sont prises, ces déclarations sont prises au sérieux à Moscou? Comment Moscou, comment la Russie se prépare-t-elle pour cette grande journée du 9 mai, surtout cette année, parce que c'est pas juste n'importe quel anniversaire. Et on sait à quel point toujours cette journée est importante, cette fête est importante pour les Russes. Oui, Alexandre? je réponds. Mhm. Ouais, je m'y colle. Donc, bah déjà, oui, c'est les 80 ans, donc c'est symbolique. Ensuite, c'est le 9 mai qui arrive au moment de une forme de tournant, quelque sorte, après l'élection de Trump, au moment où on a un tournant militaire et que maintenant il semble inexorable que c'est la Russie qui va avancer et qui avance. Donc, c'est le 9 mai, le 9 mai particulier. Puis en plus, c'est un 9 mai sous menace ukrainienne parce que bah, je pense que les Ukrainiens s'imaginent, réfléchissent à se demander s'il faut faire un coup d'éclat, mais en même temps, délicat de frapper c'est délicat de faire un coup d'éclat militaire sur un rassemblement civil, hein. C'est quand même compliqué. En même temps, il va y avoir sur ce 9 mai, je pense, une portée symbolique très forte avec des troupes chinoises et nord-coréennes qui vont défiler. Il y a des régiments de combattants de l'opération militaire spéciale qui vont défiler. Et il y a il y a 22 ou 23, je crois, maintenant, chefs d'État étrangers. La liste a été mise à jour ce matin, elle est terminée aujourd'hui, je crois. Donc, il y a quand même une énorme participation étrangère. Et ça, c'est important, c'est que plus qu'un défilé militaire, à mon avis, le 9 mai 2025, ça va être ça va être une espèce ça va être une démonstration politique et diplomatique de la Russie. Donc, c'est encore plus fort que de faire juste défiler des tanks et des soldats, en fait. C'est une démonstration de non-isolement, de victoire diplomatique et d'affirmation. Donc, oui, je pense que pour l'Ukraine, c'est un 9 mai problématique, quoi. Il faut dire aussi Et- que c'est un événement qui est hyper sécurisé. Les autorités russes n'ont pas attendu les déclarations de Volodymyr Zelensky pour adopter tout un dispositif tout à fait particulier. Voilà, des jours, plusieurs jours, enfin, ça fait déjà plusieurs jours que la place rouge est inaccessible. Les tribunes sont installées. Tout le centre-ville est passé au peigne fin. Vous avez des snipers sur les toits dès le matin du 9 mai. L'accès aux rues que va emprunter cette parade militaire, pareil, c'est très encadré. Donc en termes de sécurité, ça a toujours été le cas et ce sera encore plus le cas cette année, bien sûr, avec la présence de nombreux chefs d'État étrangers. À noter, j'ai vu cette déclaration d'un ancien commandant du groupe ultranationaliste Haïdar, Yevgeny Diki, qui a dit, au vu que le président chinois est là cette année, alors ça veut dire que l'Ukraine va pas, euh, il n'y aura pas de move de la part de l'Ukraine. Donc, alors à prendre bien sûr avec ce que vaut la parole de ce personnage, mais voilà, on est vraiment sur un dispositif ultra sécurisé et ça doit être l'endroit le plus safe au monde ce 9 mai. Ouais, enfin, cela étant, Moscou, c'est une ville de 20 millions d'habitants, fait que et je pense, moi, qu'il y aura, euh, que ça ne dissuadera pas les Russes d'être dans la rue et de fêter le 9 mai et de regarder le feu d'artifice le soir. Il y a toujours un risque d'attentat terroriste, hein, euh, on sait très bien il y a les méthodes qui peuvent être employées avec quelques dizaines de milliers d'euros parfois, ou de dollars, ou parfois moins. Sur les drones, je pense effectivement que la protection, elle sera maximum. Mais je pense que si l'idée c'était de créer une inquiétude dans la population, il y aura une inquiétude. Mais les gens, faut voir aussi, faut se mettre en tête que même les jeunes générations, le fait de menacer la Russie au moment où elle fête le 80e anniversaire de ce qui est quand même la vraie fête nationale, hein, c'est celle qui soude toutes les générations et c'est le moment où vous faites un sondage dans la rue, chaque gamin, chaque jeune va être capable de dire de quoi il s'agit.
faites le sondage à Paris, on l'a vu pour le 1er mai, vous faites un sondage, je ne veux même pas connaître le résultat, hein, sur 10 ou 20 lycéens ou jeunes interrogés. Donc c'est quand même un moment unique, hein, et c'est vrai qu'on baigne dans les émissions de télé, la musique, etc. La société russe, à la différence de la société française, elle est pas éclatée. Hein, elle se retrouve sur une histoire commune et sur un des moments, et celui-là particulièrement. Moi, je pense que Zelensky n'a pas été très intelligent sur le coup, parce que, c'est comment peut-on dire que la sécurité de leaders de pays comme le Brésil, la Chine ou autres puisse être mis en cause, c'est-à-dire il mettait je ne peux pas assurer, ça veut dire quoi, je ne tiens pas mes troupes, et d'autre part, ça serait une initiative, ça serait dramatique, parce que je rappelle quand même que le Kiev est un lieu de destination politique touristique, hein. On n'a jamais, il n'y a pas que des gens très courageux parmi nos politiciens européens qui vont faire le voyage de Kiev, et ils prennent un train. Et jamais quelqu'un n'a craint pour la sécurité. Et pourtant, un train, c'est sur quelques heures, c'est une cible. Donc là, c'est quand même essayer de franchir. Je pense pas que ça, qu'il y a une capacité ou une volonté d'aller trop loin, mais ça reste quand même des propos irresponsables. Nous vivons ici en France et vous, peu importe français, russe, en Russie, dans les différents champs médiatiques. Tout ce qu'on dit sur la Russie ou sur cette guerre, c'est évidemment complètement différent par rapport à ce que vous attendez ou ce que vous attendent les Russes. Est-ce que les Russes, puisqu'on nous dit la Russie c'est une propagande, dictature, pas de liberté d'expression, etc. Comment les Russes abordent le sujet de la guerre depuis ces 3 ans? Parce que la première fois, je suis venue pour interviewer Tolstoï en 2022, je m'en souviens très bien, je sentais cette espèce d'ambiance très, très, je dirais, électrique en quelque sorte. J'ai eu cette impression de toute façon, c'était en novembre 2022. On est mai 2025, depuis tout ce temps-là. Comment est-ce que est-ce qu'il y a comment dire, perception de cette guerre a changé depuis par les Russes, chez les Russes? Oui, oui, je vais répondre là-dessus. Oui, oui, ça a vraiment changé. Quand ça a commencé, bon, je pense que c'était la douche froide pour tout le monde, hein. La plupart des gens s'attendaient pas à ce que ça se déclenche et que ça, moi, enfin, je pense autour de moi, en tout cas, tous mes amis russes étaient surpris. Donc, c'était un peu la douche froide et la gueule de bois. Puis l'année 2022, elle a pas super bien commencé quand même, hein. Il y a eu l'hypercute russe a raté, il y a eu la mobilisation, il y a eu les retraits de Kherson et au nord, dans la zone Kherson. Il y a eu quand même quelques signaux faibles inattendus par la société russe. Rappelez-vous, au début, ça devait durer 3 semaines. Finalement, ça a duré. Et après, bien tout simplement, la mobilisation a fait rentrer le conflit dans tous les foyers. Et sur la durée, eh bien, la guerre est rentrée partout, donc les pertes ont commencé à arriver, etc. Donc je pense que peu à peu, enfin la société russe s'est habituée à avoir ce dossier en toile de fond, en tâche de fond en fait. Et peu à peu, la société s'est apaisée. Irina, nous nous sommes vus, on a fait une interview ensemble au bas de chez moi. On en avait discuté, je crois que c'était au début de l'année dernière, au début du milieu de l'année dernière. C'était en Et juillet, hein, ouais. en juillet, et on en avait discuté du sens que vous m'aviez dit, mais qu'est-ce que la société a apaisée, qu'est-ce que c'est calme Moscou? Et en fait, oui, les sondages qui sortaient de l'Evada ou autres montraient qu'en fait, le volume de stress au sein de la société avait diminué et diminué en fait. Les gens sont juste habitués, ils sont résilients, les Russes. Ils abordent pas ça comme nous. La mort n'est pas abordée comme en Europe. Et donc, ça a été plus absorbé et la société s'est habituée à ce que ça existe. Et encore une fois, quand on est dans le sud de la Russie, dans les zones frontalières avec l'Ukraine, on est concerné. Moscou, il y a quelques drones par-ci par-là, bon, qui tombent. Mais dans la majorité du pays, on n'est pas concerné. Quand on est à Vladivostok et Irkoutsk, on est très peu concerné. Certes, il y a des volontaires, il y a des décès, etc. Ça, c'est clair. Mais je veux dire, globalement, le pays est grand. Donc, la société s'est habituée, la société le vit mieux, c'est accepté. C'est assez curieux, c'est assez surprenant de marcher dans Moscou, de voir des gens en uniforme, en rotation dans les gares, dans les parcs, des soldats, hein.
des gens qui reviennent du front, qui sont là au milieu de la société, on les regarde, ils sont au milieu, tout ça est complètement dans les aéroports, il y en a beaucoup. C'est vraiment c'est surprenant de voir que c'est devenu une part complète de la société russe. C'est comme ça, il y a l'opération militaire spéciale sur le territoire de l'Ukraine. Ouais, il y a eu une évolution effectivement, parce que je crois que c'est bon, Levada a fait des sondages. C'est particulièrement vrai à Moscou, au moment en 2022, il y avait une partie de la population, entre un tiers, 40%, qui comprenait pas ou qui n'acceptait pas ou qui se posait vraiment des questions. Et puis l'évolution, ça a été, bah, c'est ce qui se passe en général quand un pays effectivement fait l'objet de sanctions, mais c'est encore plus vrai pour la Russie où il y a quand même un patriotisme bien enraciné. C'est qu'il y a une réaction des gens, c'est que là sanctions et puis de voir 60 pays enfin l'OTAN élargie, qui se mobilisent et qui finalement, il y a aussi une forme de fierté nationale. On est capable, nous, de faire face à tous ces pays et donc parmi les pays les plus riches du monde. Et puis finalement, il y a aussi le fait que tout le monde a en tête, et on est maintenant dans cette période du 80e anniversaire, c'est que alors moi, je suis pas pour des propos excessifs pour qualifier le régime de Kiev. Enfin, il y a quand même une complaisance à Kiev envers la collaboration nazie, et tous les Russes le sentent bien, etc. Donc on a des générations ont l'impression que finalement, par d'autres moyens, sous d'autres formes, c'est un combat qui est la suite de celui qu'ont mené leurs pères et grands-pères, enfin, grands-pères et arrière-grands-pères. Donc il y a aujourd'hui, il y a le fait, il peut y avoir des questions, fallait-il le faire, fallait-il pas le faire, y avait-il le choix ou pas le choix? Maintenant, c'est un fait acquis, le pays doit se défendre, et puis le pays doit se préserver. Je crois que les sondages montrent qu'à peu près cet état d'esprit, c'est celui de 80% de la population, un petit peu moins à Moscou probablement. C'est vrai que toutes ces sanctions contre la Russie ont eu comme conséquence eh bien, euh, le fait que le pays s'unisse, le pays soit solidaire les uns des autres. Mais c'est vrai, comme disait Alexandre, que voilà, il y a une certaine habitude qui s'est installée au sein de la population. Comme il le disait, ils sont plus visibles. On voit des treillis dans les aéroports, dans les gares avec le Z sur l'épaule. Et ça fait Ouais. maintenant partie du quotidien des Russes. Malgré tout, les sondages indiquent aussi que voilà, si le conflit devait bientôt prendre fin, eh ben, ce serait accueilli comme une bonne nouvelle. Il y a aussi une certaine, je ne sais pas si lassitude est un mot fort, mais voilà, on sent que la population aimerait bien qu'on soit plus proche de la fin que du début. C'est tout à fait normal et humain, je pense. Or, on est tous un peu fatigués par ce qui se passe, il faut le dire. On nous dit souvent ici en France, de toute façon, que la jeunesse russe, vous avez dit, Alexandre, tout à l'heure, 25 ans de Poutine. 25 ans, c'est beaucoup, de toute façon, à l'échelle européenne. Euh, les Européens disent, bah voilà, votre jeunesse, la jeunesse russe part, elle n'accepte pas Poutine. Cette jeunesse-là, comment vous voyez, quelle est la jeunesse d'aujourd'hui? Vous la côtoyez beaucoup plus que moi, finalement, que je ne vois pas, que je ne vois plus. Euh, Est-ce que les jeunes, en gros, parce qu'ils sont partis, ils reviennent, toute cette classe, quand je dis les jeunes, c'est entre 18, 28, 20, 30 ans. Ok, je réponds. Voilà. Euh, moi, je peux le voir parce que par mon activité de conseil en ressources humaines et recrutement, je parle beaucoup à des jeunes, à des candidats. Euh, il y a eu traditionnellement, il y a 10 ans, je me souviens, il y a 10 ans, il y avait une tendance très forte, très très forte, très marquée chez la jeunesse russe, à être très occidentalisée dans le bon et le mauvais sens du terme, et à rêver d'Allemagne. Entre guillemets, schématisme, et c'était ça, c'était rêver d'Occident, rêver d'Allemagne pour des raisons culturelles, de confort de vie, de niveau de vie, de niveau de salaire, de débouchés économiques, etc. Je pense que ça s'est atténué, et je pense que l'opération militaire spéciale a eu un effet assez fort là-dessus, parce que
quand un pays, une société se retrouve en tension, en guerre, entre guillemets, et menacée par des sanctions et sous pression, et connaissant la mentalité russe, il y a plutôt un effet drapeau et de resserrement. Ce que disait Antoine tout à l'heure sur le fait que les gens sont là, il y a lassitude et que les gens ont plutôt envie qu'on soit près de la fin que du début, moi je suis d'accord. Bah, je pense que si Poutine dit on y va, ils y vont tous. Si Poutine dit on arrête, ils arrêtent tous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet drapeau, ils vont suivre les décisions des autorités russes en lesquelles ils ont confiance. Après, les jeunes sont quand même devenus, avec les années, notamment et avec l'amélioration du niveau et du confort de vie dans les grandes villes russes, sont devenus un peu moins, on va dire, euro-obsessionnels, occidentalo-obsessionnels. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui russes, de jeunes filles, de jeunes hommes jeunes, 22, 23, 24, 25, qui ont pas envie d'habiter en Europe. Ils habitent à Moscou, Saint-Pét, Krasnodar, Nizhny-Novgorod. Moi, j'ai rencontré, ils n'ont pas du tout envie de déménager de Russie. Leur niveau de vie s'est amélioré, leur cadre de vie s'améliore. Ils ont aussi un peu plus conscience maintenant que le cadre de vie en Europe se dégrade, que c'est pas si simple, que tout n'est pas si rose. Ils sont allés aussi en Europe, ils ont vu que l'image carte postale et la réalité, c'était différent. Voilà. Après, pour ce que vous disiez sur les gens qui sont partis, il y a eu un gros flux de départ dans la mobilisation, hein, 700-800 000 personnes. Il y a eu une première vague de départ au moment du déclenchement de l'opération militaire spéciale en 2022, et puis après, au moment de la mobilisation, il y a des chiffres assez opaques, hein, mais on parle de plus d'1 million de personnes en tout, beaucoup, hein. Mais on dit que la moitié est revenue. Il y a aussi énormément dans ces gens de gens qui ont été mis hors de Russie Mm. par des entreprises russes, c'est-à-dire Yandex l'a fait, Mail.ru l'a fait. Il y a des pays type spot qui ont été sélectionnés, c'est l'Arménie, c'est le Kazakhstan, c'est la Serbie pour Yandex. Donc on a mis des gens à l'extérieur à l'abri pour pouvoir continuer les activités. Donc c'est pas que des fuyards entre guillemets, c'est des gens à qui on a dit stop, pour l'instant c'est compliqué, il faut que tu sortes. Donc et puis aussi il faut comprendre que trouver du boulot dehors, c'est pas simple. Moi j'ai été à Yerevan l'année dernière, voir des Russes faire la manche jouant de la musique dans la place centrale de Yerevan quand on sait le salaire moyen à Yerevan. Voir des petits Russes, des jeunes Russes de 21 ans, 22 ans faire coursier pour Yandex dans la banlieue d'Yerevan et se faire engueuler par les clients. Bon, j'ai une copine arménienne qui m'expliquait, parce qu'ils parlent pas un mot d'arménien et qu'ils veulent absolument parler en russe, ils ont appris 4 mots d'arménien. C'est pas non plus très, très joli à voir. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis un peu, je pense, en stress, en panique, et moi je pense qu'ils vont peu à peu revenir. Juste pour Vous aller un peu avez, plus loin encore, oui, excusez-moi, ce que disait tout de suite Alexandre sur les Russes qui ont pu aller en Occident, dans les capitales européennes. Je pense qu'il y a un mot, c'est désenchantement. Il y a beaucoup qui, enfin moi je reçois des témoignages qui se disent, ah, mais comment les gens vivent à Paris, même les services bancaires par exemple, l'administration. Voilà, en Russie, à Moscou en particulier, tout est beaucoup plus efficace. Et donc, ils se rendent compte de certaines réalités européennes. Et quand ils comparent avec la réalité de la ville d'où ils viennent, de la Russie, ils se disent, bah, on n'est pas si mal ici. Après, alors peut-être que ça ne concerne pas les 18-28 ans, même peut-être les plus jeunes, mais il faut dire qu'en Russie, il y a toujours eu un gros travail de mémoire, de transmission, l'histoire. Là, on est dans les préparatifs des célébrations de la Grande Guerre, enfin de la victoire de la Grande Guerre patriotique. Et ça, bah, ça veut dire quelque chose pour cette jeunesse, parce que moi, j'ai vu encore il y a quelques jours des gamins nettoyer une stèle en mémoire à la victoire. Bah voilà, parce qu'il y a une transmission, on explique, les professeurs expliquent aux élèves voilà, le sacrifice de leur grand-père, arrière-grand-père, et de tout un peuple. Et ça résonne forcément dans cette jeunesse. Et quand on compare avec ce que disait Gilles tout à l'heure, la signification du 8 mai, oui, 1945 dans les jeunesses françaises, bah, c'est pas forcément le même rapport. Ouais. Je voudrais revenir sur l'état d'esprit de la jeunesse en ce qui concerne notamment son attitude avec ce qui a été le modèle occidental, ou en tout cas le modèle européen. C'est très difficile de savoir si c'est parce que c'est les jeunes, enfin les nouvelles générations de jeunes qui a changé, et qui est parce qu'il y a eu un développement économique, parce que quand on a un niveau de vie, enfin quand on vit à Moscou et qu'on appartient aux classes moyennes, on a un niveau de vie qui est quand même élevé. Est-ce que c'est ça ou enfin c'est peut-être les deux d'ailleurs, le fait aussi que, comme l'a dit Antoine,
Ceux qui voyagent, effectivement, Paris, c'est plus le Paris que l'on a pu connaître il y a quelques dizaines d'années. Et par beaucoup d'aspects, effectivement, la société russe paraît plus moderne, plus avancée que la société française. Là, je parle même pas pour Paris, parce que ça, c'est quelque chose qui m'est très douloureux de voir comment la plus belle capitale du monde peut se dégrader à cette vitesse. Mais je prends le système des taxis, par exemple, est un système, les taxis, je crois, russes, moscovites, sont les plus modernes au monde en termes, enfin, en tout cas, de la genèse de la flotte, le choix des catégories, le service. Mais vous avez aussi dans l'administration, à Moscou, ce qu'on appelle Maï Documenti, c'est des centres administratifs où vous gérez tout ce que vous devez faire en France, sachant que ça concerne, en France, ça veut dire la mairie, ça veut dire la Sécu, ça veut dire etc. Et tout ça est dans des centres administratifs très bien équipés d'un point de vue électronique, un personnel extrêmement avenant. Et si vous attendez, vous prenez un ticket, si vous attendez plus de 10 minutes, on vous offre le café. Enfin, c'est dire une autre. C'est étonnant de la part, donc, quand on a connu l'administration soviético-russe, de se dire qu'aujourd'hui, c'est la pointe du service, quoi. Et tout ça, effectivement, ça participe à une qualité de la vie, au sentiment pour cette jeunesse finalement d'appartenir à un pays moderne, et puis qui a le sentiment quand même, on vit mieux aujourd'hui en Russie qu'on vivait il y a 10, 15 ans, et a fortiori il y a 25 ans. Je confirme, je suis. Si je peux rajouter juste ce que Gilles a oublié de dire, mais il a raison, hein, c'est que ces centres administratifs fonctionnent 12 heures par jour, le samedi et le dimanche y compris. Ouais. Bah, justement, ce que je voulais dire, je confirme, je suis allée l'été dernier, dimanche à 11h30. Ouais. Donc, c'était impressionnant. Pour revenir un peu à la politique, notamment à la politique française, par rapport à la Russie, puisque nous sommes au dialogue franco-russe, nous croyons encore et toujours au dialogue, même si c'est très difficile en ce moment. Comment les déclarations d'Emmanuel Macron sont interprétées en Russie? Vous, en tant que Français, il y a une petite communauté française, par exemple, en Russie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui raconte le président de votre pays? Ouais, je Alors, me dégoûte. Où tu vas? vas-y Gilles. Moi, deux choses. D'une part, en ce qui concerne la population en général, hein, depuis 2 ou 3 ans, nous, la France est clairement engagée dans un camp hostile à la Russie. Elle fournit des armes. On a des tanks qui sont aux frontières. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est important. Je n'ai jamais eu dans ma vie courante et ma vie professionnelle la moindre réaction anti-française. C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait dire légitimement, mais qu'est-ce que ce Français fait là alors que nos gars meurent sous des bombes françaises. Jamais je n'ai entendu la moindre remarque. C'est-à-dire qu'il y a bien une différenciation qui est faite par les Russes, par la totalité des Russes, entre les dirigeants français et le peuple français. La deuxième chose, alors je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs pour des Allemands ou des Anglais, hein, ça je ne sais pas, mais en tout cas pour les Français c'est le cas. La deuxième chose, c'est que l'opinion ne comprend pas, s'interroge, parce que la France, pour eux, c'était autre chose, hein. La France, c'était quand même, même si ça appartenait à un pays du camp capitaliste, etc., c'était quand même la France de De Gaulle qui avait sa propre voix, une forme de souveraineté, qui avait une capacité au dialogue qu'aucun autre pays n'avait, parce elle était libre et souveraine. Et donc, ça étonne beaucoup que la France soit devenue effectivement, alors aujourd'hui, avec l'élection de Trump, ça change un peu les choses, mais en fait, à la tête d'une espèce de coalition au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Angleterre, qui soit la plus dure et la moins en recherche d'une solution négociée à la sortie du conflit. Ça étonne. Là, on joue, on n'attend pas ça de la France. Donc voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne la population. Antoine, vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être Alexandre? Non, non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gilles.
on sent vraiment la population russe presque déçue en fait de l'attitude de la France concernant la Russie, parce qu'elle a une telle image à la base positive de la France et de ses élites, enfin de ses élites plutôt passées, hein. On peut penser au général de Gaulle, à Jacques Chirac, et puis de leur ouverture et de leur capacité de parler à tout le monde. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle plutôt au passé concernant les élites actuelles. Juste une anecdote concernant euh, ce que ça peut changer, les dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Il a parlé de menaces de la part de la Russie. Et ça a eu des conséquences. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr, mais j'ai un ami qui avait besoin d'autorisation du FSB pour aller dans certaines parties de la Russie qui ne sont pas forcément ouvertes à tout le monde. Et depuis ce discours, depuis cette prise de parole du président français, eh bien, les ressortissants français n'ont plus accès à ces zones qui nécessitent un permis spécial de la part du FSB. Donc, ça peut avoir déjà quelques conséquences. Ouais, pour terminer peut-être là-dessus, sur ce sujet, si je vais dire mon point de vue, je crois que depuis, de la même façon que la lassitude s'est installée au sein de la société russe vis-à-vis de l'opération militaire spéciale, je pense que la lassitude s'est installée au sein des Français de Russie par rapport à la communication assez désastreuse des autorités françaises. Donc on fait avec, on sait que ça va de pire en pire, ben, le business fait avec, les gens vivent ici font avec, on tente de moins en moins écouter, je pense, et de moins en moins faire attention, en sachant qu'il n'y a rien de bon qui va en sortir, malheureusement. Ouais, mais justement, c'est un peu paradoxal puisque ce narratif anti-russe qui était s'installer en Europe, surtout en Grande-Bretagne et en France et en Allemagne, d'un côté et de l'autre côté, vous, Alexandre, avec le projet Russe Patriation, vous dites venez vivre en Russie, venez travailler en Russie. Est-ce qu'il y a encore des francophones qui, avec tout ce qu'ils attendent du matin au soir en France, entre autres, parce que malheureusement pas tous regardent la chaîne du dialogue franco-russe, est-ce qu'ils veulent vraiment venir travailler en Russie maintenant, en 2025, Ah ou oui. vivre? Alors, oui, c'est énorme. Le souhait, le rêve, l'idée, le projet, l'envie de venir en Russie, ça concerne des dizaines de milliers de personnes en France aujourd'hui, peut-être des centaines de milliers. Le fait de pouvoir y arriver, il faut quand même y ait un peu d'argent, il faut trouver un travail, il faut s'intégrer, il faut avoir un projet, etc. Bon, on déménage pas en Russie en 2025 comme ça, comme on déménage pas en Chine comme ça, comme on déménage pas en Inde, comme on déménage nulle part comme ça en fait. Mais encore moins en Russie, de par le contexte, de par les sanctions, etc. Oui, oui, il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'écoutent plus. Je pense qu'il n'y a pas que les Français de Russie qui n'écoutent plus ce que disent les autorités françaises. Je pense qu'il y a beaucoup de Français en France qui écoutent lointainement, sans trop y prêter beaucoup d'attention. Et donc, oui, il y a vraiment une dissonance très, très forte. On le constate entre le discours officiel et ce que pensent les gens, en fait. Ils n'ont pas peur, il n'y a pas de... Parce que la Russie fait peur, toujours encore. Non, 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 les gens n'ont pas spécialement peur. Il y a surtout une méconnaissance forte, en fait. Cette méconnaissance, elle est au sein des gens qui ont un projet Russie, mais elle est surtout au sein des élites et des gens qui sont censés travailler avec la Russie. C'est en fait les gens compétents qui connaissent la Russie, c'est des gens comme Gilles Rémy qui pratiquent, qui sont sur le terrain depuis 25-30 ans. Ça, c'est des gens qui travaillent, qui sont sur qui sont sur le territoire russe, qui suivent les évolutions. On a malheureusement en France, je pense, sur les plateaux de télévision, beaucoup de gens qui connaissaient l'Union soviétique, qui ont une vision de la Russie has-been complètement et qui n'ont pas du tout suivi les transformations profondes de la société russe récente. Ils affrontent, ils mettent des sanctions et ils commentent une Russie qu'ils ne connaissent pas et qui n'existe plus. Finalement, pour terminer notre dialogue d'aujourd'hui, et c'est la question à tout le monde, que voudriez-vous dire à tous ces gens, justement, à vos compatriotes ou autres francophones qui voient en Russie une menace, un ennemi ou un pays arriéré? Il y a des Russies. Donc il y a une Russie très moderne qui est la Russie des grandes villes, la Russie urbaine, la Russie digitalisée, la Russie connectée, la Russie là-dessus est plus proche de l'Asie, du Vietnam, de la Chine, de l'Indonésie, sur le côté connectivité, digitalisation, praticité, technophilie, etc. Donc il y a une Russie très moderne, c'est aujourd'hui 50% du pays. Et après, il y a des Russies plus profondes, il y a des Russies très différentes. On est plus comme en Amérique avec un pays profond et des villes très modernes et des grandes différences. Donc, il y a vraiment des Russies. Mais
la mentalité des gens, la façon de vivre des gens, en fait, la Russie est devenue un pays extrêmement sûr, extrêmement développé, en complet redressement, en réémergence profonde sur le plan politique, économique, civilisationnel, religieux, moral. Bon, il y a des contradictions, il y a plein de choses qui vont pas, mais globalement, il y a un modèle en réémergence. Donc, les gens connaissent très mal la Russie. Les gens qui critiquent la Russie la critiquent pour les mauvaises raisons, je pense, et les gens qui apprécient la Russie l'apprécient pour les bonnes raisons, mais la connaissent mal. Moi, je pense qu'il faut dire aux gens que le tourisme n'est pas sous sanction et que venir visiter la Russie avec le dialogue franco-russe, par exemple, c'est une très bonne chose parce que c'est des voyages en toute sécurité encadrés. Ils vont découvrir une Russie absolument incroyable, un monde incroyable. Ils vont revivre des émotions fortes. C'est une société d'émotions, la Russie. Et donc, je leur conseillerais de tout simplement croire en eux et faire un voyage test et venir voir de leurs propres yeux ce qu'il en est réellement. Justement, je vais ajouter, nous avons lancé aujourd'hui tout simplement le premier voyage du dialogue franco-russe. Pour Ça les tombe bien. membres et abonnés du Dialogue franco-russe, vous pouvez avoir toutes les informations sur info@dialoguefrancorusse.com. Nous avons déjà fait le premier mailing, vous pouvez poser vos questions. C'est vraiment le voyage découverte Moscou-Saint-Pétersbourg, notre premier voyage. Gilles, Antoine, qu'est-ce que pourriez dire à vos compatriotes qui connaissent pas la Russie? Bah, la Russie, c'est un pays qui est un pays moderne, hein, contrasté, mais moderne, comme l'a dit Alexandre. C'est un pays aussi qui offre une sécurité qui était l'équivalent de ce qu'on avait il y a 40-50 ans en France. Mais surtout, c'est que c'est un pays francophile. Peut-être le pays le plus francophile après l'Italie. Je sais pas. Mais en tout cas, les Russes connaissent l'histoire de France, connaissent les écrivains français, ont une profonde admiration pour les grands hommes, que ce soit même Napoléon. Hein, c'est toujours paradoxal, ça paraît toujours de façon paradoxale, mais De Gaulle évidemment. Et il n'y a aucune raison objective à ce que nous ayons des contentieux ou un conflit avec la Russie. Aucune. Nos économies sont totalement complémentaires. Là où nous aurions pu être en compétition, c'est un secteur que je connais bien, celui du nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire est dans un sale état en France et la sortie par le haut, ça serait au contraire peut-être une coopération dans le développement de réacteurs du futur, puisque nous risquons d'être déclassés. Et encore, je parle du secteur où la Russie est en pointe mondiale et où nous aurions pu être concurrents sur les marchés internationaux. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de raison objective à ce que nous soyons en mauvaise relation avec la Russie. On a tout à gagner à un rapprochement. Quant à moi, je me rappelle en 2018, à l'occasion de la Coupe du Monde, j'ai rencontré peut-être des dizaines de Français et qui avaient des étoiles dans les yeux en parlant de leur expérience en Russie. Ils se disaient, voilà, je m'attendais pas du tout à ça en termes des infrastructures, même de l'accueil des gens. Ils avaient une image complètement à l'opposé de la Russie et des Russes. Et donc, c'est là où j'aimerais vraiment dire à ce que vient de dire Alexandre, venez voir de vos propres yeux, renseignez-vous, ayez des sources d'informations diverses. C'est très important pour se faire une idée plus complète eh bien, de ce que peut être un pays comme la Russie. Merci beaucoup Alexandre, Gilles et Antoine pour ce dialogue à quatre. Aujourd'hui, j'espère vous revoir à Moscou ou à Paris. Alexandre, je pense qu'il ne risque pas de venir à Paris. La dernière fois, on s'est vu il y a une dizaine d'années à Paris. C'est peut-être moi qui viens à Moscou cette année, ça sera plus judicieux. Merci à vous tous et à très bientôt au Dialogue franco-russe. À bientôt, merci Irina. Merci.